c'est pas toutes les blessures évidemment, c'est pas forcément à tous les matchs. Dans tous les cas, la commotion cérébrale fait partie des blessures qu'on va gérer de manière régulière sur un terrain de rugby. Les blessures au rugby sont fréquentes, fractures, entorses, hématomes, mais les plus impressionnantes restent les commotions. Ces dernières surviennent lors d'un choc important entre deux ou plusieurs joueurs. Une commotion cérébrale, c'est une lésion cérébrale traumatique qui est causée par un choc porté à la tête ou au cou ou au corps de façon violente et qui entraîne une force impulsive importante à la tête et qui va entraîner des conséquences neurologiques, des modifications neurologiques temporaires. Dans le rugby professionnel, un protocole de prise en charge de ces commotions a été mis en place en 2015 pour intervenir rapidement sur le terrain auprès des joueurs et avoir un suivi médical par la suite. Le HIA, le protocole d'évaluation des blessures à la tête. Il y a différentes commotions, j'allais dire. La perte de connaissance de la commotion cérébrale, finalement, c'est que 10% des commotions cérébrales. Donc la plupart du temps, le joueur reste au sol sur le terrain. Il nous appartient de définir s'il a perdu ou pas connaissance. Mais la plupart du temps, il est conscient, il se tient la tête, il a bien conscience qu'il s'est passé quelque chose. Il a mal au niveau du point d'impact et souvent, c'est vrai qu'il est un petit peu troublé, un petit peu sonné, comme on dit. Et il se plaint assez souvent et assez rapidement de maux de tête. Bilal, joueur professionnel en Pro D2 au club Rugby Provence, a subi plusieurs commotions, dont 3 en 2022, en l'espace de quelques mois. La dernière lui a valu 3 mois d'arrêt, hors des terrains. On déclare ça comme des commotions parfois, mais moi personnellement je ne le sentais pas comme. Plus des gros coups et j'allais très bien. Mais il fallait quand même préserver, on voyait qu'il y avait un choc à la tête, même si tout se passait bien. Et la dernière que j'ai vraiment faite, sur un plaquage pourtant bien bas, je prends le genou en pleine tête. Et c'est là où je me suis éteint quelques secondes, où on a un flashback tout noir et on reste au sol. Et c'est là où, pour moi, ça a été le plus gros choc que j'ai eu. Et c'est là où je me suis rendu compte quand même que la commotion, ça pouvait être très dangereux. Le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Timone est référent pour le club Provence Rugby et participe au protocole HIA lors de la 3e étape. Un entretien est réalisé avec le joueur pour évaluer son état psychologique et effectue un bilan neuropsychologique complet. Les joueurs viennent, notre neuropsychologue leur fait passer des tests neuropsychologiques approfondis qui dépassent largement les items et les critères de tests qui sont normalement recommandés. Tout ça, c'est pour aller un peu plus loin dans le diagnostic. Ensuite, il bénéficie d'une IRM que l'on analyse avec un neuroradiologue qui est particulièrement aguerri à l'analyse de la recherche de petits signes IRM de microtraumatisme. Même si le joueur continue d'avoir des symptômes post-commotion comme des céphalées, une fatigabilité, une irritabilité, des troubles du sommeil, ça permet déjà de le rassurer sur l'absence de lésions morphologiques. Et ensuite, une fois qu'on a le bilan neuropsychologique et l'IRM, il bénéficie d'un examen neurologique et donc d'une recommandation pour le staff médical qui va continuer à le suivre. Le médecin référent et la neuropsychologue étudient également les vidéos du match pour analyser le choc et ses conséquences. Ces examens permettent de dépister le joueur qui va présenter des symptômes prolongés. Symptômes prolongés, c'est-à-dire des maux de tête, une fatigabilité, des troubles de la concentration, de l'attention, du sommeil, de l'humeur. Quand ces troubles commencent à durer un petit peu longtemps, au-delà de 15 jours, on appelle ça un syndrome post-commotionnel prolongé. Donc on va faire quand même rentrer le joueur dans un programme de reprise progressive par palier, c'est-à-dire qu'on va petit à petit monter en charge à l'effort de telle façon à déterminer le seuil d'effort à partir duquel il commence à avoir des symptômes gênants et se mettre en dessous de ce niveau de charge pour qu'il garde un entretien physique. Dans l'immense majorité des cas là aussi, la symptomatologie, au lieu de disparaître comme en quelques heures, dans le premier cas de figure, va disparaître en quelques jours et le joueur pourra reprendre ses activités. De ce que moi j'ai appris, c'est que le cerveau, c'est pas une fracture, on peut pas dire il guérit en 2 semaines, 6 semaines, 1 mois. Donc à l'image, même si à l'image ça se voit pas, il faut quand même laisser le temps qu'il se remette. Ouais. Au rugby, les impacts sont monnaie courante. Aussi, une préparation adaptée permet de limiter les dégâts et en particulier d'éviter des commotions graves. Le renforcement musculaire de la zone cervicale est très important.
De même que le positionnement et la technique de plaquage. Il faut que les joueurs soient prêts à faire un entraînement dans lequel il y aura de l'engagement. C'est pour ça qu'on essaye d'anticiper au maximum. Normalement, la veille, à 24 heures avant, eux reçoivent les contenus de l'entraînement, parce qu'eux se préparent mentalement à faire un certain type d'entraînement avec un certain type d'intensité. Et après, le plus important, c'est plutôt dans les catégories de jeunes, les former techniquement. Parce que moi, je crois que la plupart des commotions, c'est lié à un manque de technique individuelle dans la technique de plaquage, dans la technique de rack, que ça amène à provoquer des accidents. Alors il y a toujours un travail de prévention qui se fait, et le travail de prévention notamment sur le renforcement du rachis cervical, il est fondamental. Ça on met souvent un focus là-dessus en début de saison, et des petits rappels en cours de saison, parce que c'est vrai que plus la musculature cervicale est idéale et activée, moins il y aura de conséquences d'une commotion, plus il sera fort au niveau tête et cou. On bosse en salle aussi, et sur le terrain il y a aussi les techniques, surtout de plaquage, le fait de se protéger. Il y a un énorme boulot. Ce qui est un peu plus délicat, c'est de pouvoir maîtriser tout ça en plein match où tout va très vite, où parfois avec de la fatigue on commence à avoir une technique un peu moins bonne, quoi. Donc il y a plein de paramètres qui vont faire qu'on peut être très bien préparé et ça peut mal se passer comme ça peut très bien se passer aussi. Donc on va dire que c'est toi et ta chance.